Comme ce matin, on vous l'a expliqué, on aime bien vous ouvrir sur des horizons un peu différents, sur des expériences intéressantes et en général des expériences qui ont été des formidables succès. On a la chance aujourd'hui, et vraiment grâce à Martine Granier qui nous l'a fait venir parce qu'il s'exprime très peu, nous avons la chance d'avoir Jacques-Antoine Grandjean que j'invite à nous rejoindre devant la scène. Un personnage atypique à bien des égards. Bonjour, je vous invite à peut-être prendre la tribune. Et qui va un peu nous décrypter justement l'histoire d'une success story, voyage-vente-privée.com, avec une déclinaison prochaine, déjà active dans le terme du voyage. Et je vous passe immédiatement la parole, Jacques-Antoine Grandjean. Des petites notes, mais on va essayer d'éviter. Bonjour à tous. Merci d'abord de m'inviter. Ça fait très plaisir d'être là. Et merci à vous tous de venir m'écouter, de prendre cette demi-heure avec moi. Et surtout, merci à mes équipes voyage et à Martine Granier. Moi, je ne serais pas là en train de vous parler s'il n'y avait pas Martine qui a démarré le projet Vente Privée Voyage il y a plus de 2 ans maintenant. 2 ans 2 ans. Avec le succès dont je vous parlerai quelques minutes, mais je ne suis pas vraiment venu pour vous parler de voyage. Bon, je ferai une petite aparté. Donc voilà, merci à Martine qui me permet aujourd'hui de venir prendre la parole devant vous et devant vos chaînes d'hôtels, vos marques d'hôtels que j'apprécie parce que j'adore les hôtels. Et je pense que les hôtels ont un avenir fantastique sur cette planète. Alors, je ne suis pas vraiment venu pour vous parler voyage. Vous connaissez mieux que moi, je suis un amateur dans le genre, ou plutôt je suis un client. Donc comme je suis client, c'est important d'écouter les clients, vous allez comprendre pourquoi. Je ne suis pas vraiment venu pour vous parler exactement d'Internet. Moi, je ne connais pas vraiment l'Internet, je connais éventuellement le e-commerce et mon métier de discounter. Donc je vais vous en parler quelques minutes. Le vrai sujet de tout ça, dans sa globalité, c'est quoi? C'est la marque, c'est l'offre, c'est la distribution éventuellement, c'est le client, c'est le désir, c'est la créativité, c'est la qualité de service. Et c'est finalement qu'on soit différent ou qu'on ait les cheveux longs, les cheveux courts, qu'on porte une veste, une cravate, tout ça n'est pas très important, une robe, une jupe culotte. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est le client, c'est ce qu'on fait et comment on va le faire bien. Alors, puisque l'e-commerce est mon métier aujourd'hui, et pourtant ce n'était pas un métier, l'e-commerce, ça ne veut rien dire de faire du e-commerce, et je vais vous expliquer pourquoi. Regardons comment ça a été inventé et pourquoi c'est aussi excitant. Ça a été inventé en 1994-95 par Jeff Bezos, l'e-commerce. On pourra dire dans quelques années, plus tard dans l'histoire, celui qui a inventé l'e-commerce, c'est Jeff Bezos. 1994, c'est un financier, il quitte New York, il va s'installer à Seattle, et il a compris avant tout le monde la puissance de ce qu'il pouvait faire avec le digital. J'ai mis pas mal d'années pour comprendre la définition du e-commerce. Et je vais vous la donner aujourd'hui. Elle est très simple, vous allez voir. Le e-commerce, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous, pour chacun sur la planète, de monter une boutique. Bon, vous dites, bon, bah alors tout le monde pouvait monter une boutique. Alors c'est sûr, ça dépend des moyens qu'on a. Si on a de gros moyens, on peut ouvrir sur les Champs-Élysées. Dans les petits moyens, on peut ouvrir dans une petite rue secondaire à Limoges. Ça reste une boutique. Aujourd'hui, pour 2 000 €, vous pouvez monter une boutique. Première partie de la définition. Deuxième partie, dans cette boutique, si vous voulez, si vous le désirez, vous pouvez tout vendre. Tous les produits du monde. Ça veut dire qu'elle était, votre boutique, vous pouvez l'agrandir à l'infini. Modèle Amazon. Et troisième partie de la définition, celle qui excite les marchés financiers, celle qui fait que les sociétés ont des valorisations incroyables, c'est ce qui fait que la bulle Internet de 96 à 2000, quand elle a explosé en 2000, est en train de se reproduire aujourd'hui. Tout simplement, dans votre boutique, si vous avez envie, si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez faire entrer le monde entier. Ah là, ça devient intéressant pour les financiers, dans les modèles.
Qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de monde qui rentre dans notre boutique? Une seule petite boutique montée avec 2 000 €. Et c'est ça, dans la définition du e-commerce, qui peut rendre dingue, qui peut ouvrir des perspectives incroyables. Le développement d'Amazon, le développement de certaines entreprises dans l'e-commerce en quelques années. Je vous parlerai en 2 minutes du développement de vente privée. Mais surtout, ça sera, je pense, la partie qui est en train de... Vous savez, le commerce a été inventé depuis... dans la Bible, on dit 100 000 ans. 100 000 ans. Je crois que les premiers écrits dans la Bible, c'est 100 000 ans, sur l'invention du commerce. Le e-commerce existe depuis 15 ans. Depuis 15 ans, on a eu l'apparition d'énormes pure players, des gens qui ont levé énormément d'argent sur les marchés en disant désormais, finalement, la vente à distance, parce que le e-commerce, ce n'est que de la vente à distance, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, ça va prendre le monde. Au bout de 15 ans, cette première partie d'évolution du e-commerce est terminée. Moi, je crois à la fin des pure players, c'est-à-dire tous ceux qui ont dit, tous ceux qui comprenaient le digital, tous ceux qui comprenaient l'informatique, tous ceux qui comprenaient la puissance avant les autres de ce qu'on allait pouvoir faire avec ces outils, ces gens-là ont été les rois du e-commerce depuis 15 ans, en faisant des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce que Marc Simoncini était un spécialiste des sites de rencontres? Bah, il est beau garçon, mais... Non, il est allé comprendre que, justement, en maîtrisant le code, la technologie, le numérique, les développeurs, il allait pouvoir révolutionner les sites de rencontres. Aujourd'hui, ça c'est un point pour moi très important, mais je peux me tromper. Aujourd'hui, c'est la fin des pure players. Le e-commerce appartient aux gens dont c'est le métier de faire un métier bien précis et justement d'utiliser ces outils pour faire muter l'entreprise. Voilà ce que je pense. Mais je vous l'expliquerai après quand on va détailler. Alors, comment ça fonctionne le e-commerce? 4 piliers. Pas 5, pas 6, pas 7, pas 3. 4. Et dans ces 4 piliers, vous allez commencer à avoir des résonances dans votre métier, dans vos marques, dans la façon dont vous exercez vous-même votre métier. Le premier pilier, l'IT, l'informatique. Tout est informatique. Vous ne pouvez rien faire sans. Vous le savez très bien, puisque dans le voyage, à la base, vous avez quand même des précurseurs. C'est quand même, si on regarde par quoi ça démarre, les nouvelles innovations, les nouvelles technologies, le Minitel, et puis ensuite l'Internet, ça démarre par quoi? Le premier site, c'est toujours la même chose. Le sexe, le jeu, la finance, le voyage. C'est dans cet ordre-là. Et après, ça s'étend à tout le monde. Mais ça commence toujours comme ça. Tout est IT. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Ça devient compliqué, parce que si vous ne connaissez pas, on vous embrouille bien. Ça coûte cher, on ne comprend pas grand-chose. Il faut trouver la bonne personne, qui monte les bonnes équipes, qui fasse les bons choix technologiques. Moi, je ne suis absolument pas un mec de... Je ne suis pas du tout un geek, je ne comprends rien, je sais à peine ouvrir mon portable. Je sais comment ça marche, maintenant, à quoi ça peut servir. Mais finalement, Vente Privée est une entreprise qui a été créée par des gens qui ne connaissaient rien à l'IT, mais qui ont utilisé un outil. Mais c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la production. C'est-à-dire que tous les produits et les services du monde entier, à l'avenir, et déjà aujourd'hui, il faut trouver une petite place pour notre ami Jean-Pierre Nadir, salut, vont être photographiés et mis en ligne. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils vont être vendus spécialement en ligne. Mais c'est très important. Ils vont tous être mis en ligne. Tous. Pour finir, comme une petite vignette là-dessus. Et c'est indispensable d'être là-dessus. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc la production, chez Vente Privée, c'est 700 personnes.
c'est 25 000 photos par jour, c'est monter des ventes tous les jours, c'est 10 à 15 événements quotidiens sur le monde privé en toute l'Europe. C'est de transformer des produits réels ou des services, que ce soit une offre de téléphonie ou une offre de banque ou une offre de voyage, ou des produits textiles ou tout ce que vous voulez, du vin, en une photo. Désirable, agréable, de qualité. C'est un gros travail, même si c'est sur un petit écran à la fin. Vous avez compris que finalement, dès que vous voulez faire de l'Internet, il va falloir de l'IT, il va vous falloir quelqu'un qui fait les photos de vos produits et qui les retouche, etc. Il y a énormément de métiers derrière tout ça. Le troisième pilier, ça ne vous concerne pas directement, mais ça va le concerner parce que c'est quand même, on appelle ça la logistique ou la supply chain. À un moment donné, ces produits, il faut les livrer. Donc le troisième pilier, c'est la logistique. Le e-commerce, c'est de la vente à distance. Il faut contrôler sa logistique. Mais vous le savez aussi, puisque quand vous vendez des nuits d'hôtel, vous avez des gens qui arrivent avec des vouchers, c'est ce que j'appelle votre supply chain, pour finalement qu'on arrive chez vous avec demain, je dis bien, les gens arriveront avec ça. Ils paieront avec ça, ils arriveront avec ça, la réservation sera faite avec ça, les options sont marquées là-dessus, l'itinéraire est marqué là-dessus, tout sera là. Je fais une petite aparté sur ce qui se passe dans les grands groupes aujourd'hui. Si vous analysez la stratégie des grands groupes qui viennent de la vente aux enchères eBay, même s'ils ont dévoyé leur modèle, qui viennent de la vente à distance Amazon, qui viennent de Apple, qui vend des devices de qualité et soi-disant innovants, qui sont innovants d'ailleurs, que vous passiez de Facebook, qui est un mur d'exhibition pour adolescents ou adultes qui redeviennent à l'adolescence. Tous ces gens-là, qui viennent d'un métier bien précis, ou Google, qui a inventé un moteur de recherche et qui aujourd'hui sera peut-être la plus grosse entreprise du monde dans 10 ans. Si ça ne l'est pas déjà, mais c'est en train de devenir. Tous ces gens-là convergent vers une seule chose. Si vous regardez, si vous lisez les journaux, si vous regardez les acquisitions, leur stratégie, ce qu'ils font, prendre les talents dans tous les métiers pour arriver à faire en sorte de s'occuper de vous du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, 365 jours par an, toute votre vie. Sérieux, hein? Donc, de faire en sorte qu'à chaque fois que vous ayez un besoin, ils soient là pour le résoudre. Poser une question, vous avez besoin de quelque chose, d'acheter quelque chose, de communiquer, de parler, de voyager. Tout sur des groupes hyper puissants. Et la financiarisation de l'économie permet aux plus puissants de prendre les meilleurs talents, les plus grands talents, de continuer d'innover et de prendre de l'avance sur les autres. Bon, le monde est quand même bien fait, et l'Amérique déteste avoir donc aussi des énormes sociétés hégémoniques. On le sait dans les télécoms, quand ils avaient AT&T. AT&T a été disloqué par l'État américain, l'État fédéral, et puis ensuite, vous savez très bien qu'il y a quelques années, le leader du monde, c'était IBM. IBM a raté la révolution de l'Internet, Microsoft l'a raté aussi, et les plus grandes sociétés du monde, Microsoft, dans 10 ans, on ne sait même pas si ça existera. Je caricature un petit peu, bien évidemment. Il n'y a pas le directeur de Microsoft qui est là, il n'aimerait pas. Mais vous le savez bien que c'est le sens de l'histoire. Pourquoi je dis tout à l'heure supply chain? Parce que c'est fondamental de maîtriser les outils qui vont faire que votre client, il arrive avec un voucher qui soit compatible avec votre hôtel, avec les services que vous allez lui vendre dans votre hôtel, etc. C'est fondamental. Donc, vous voyez, supply chain chez vous, ça se relie immédiatement à l'IT. Quatrième pilier, le service client. Il n'y a rien de plus important que le service client. Et je pense que tous les patrons des entreprises du CAC 40 ou autres, depuis des années, négligent leur service client et le sous-traitent dans des pays en dehors de l'Europe ou parfois en Europe extrême orientale pour des coûts le moins chers possible parce qu'ils le voient comme un poste de dépense. Et je pense qu'ils n'ont rien compris. Je pense que le monde dans lequel on vit fait qu'aujourd'hui, le service client fait l'image et la qualité des marques. Et il est tout à fait normal qu'un client puisse être insatisfait par l'offre, par la promesse que vous lui avez faite, parce que ça arrive. Par contre, de ne pas faire en sorte que ce client, pas satisfait, ne soit pas finalement séduit par la façon dont vous allez réparer votre erreur,
Pour moi, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, dans le petit miracle, puisque vous savez très bien que la compétition est devenue immense, la planète est devenue tout petite, et tout le monde aujourd'hui invente des métiers dans lesquels on a besoin de clients, et j'arrête pas de le dire, aux marques de textiles. Hein. Avant, elles étaient fabriquées, elles étaient faites, elles étaient lancées par des sociétés en Europe, en France, en Italie, etc. Demain, et je peux vous quitter tout à l'heure et acheter un maillot de bain sur un site au Chili, et puis ensuite aller sur un site à Hong Kong, acheter une chemise. La planète est devenue extrêmement petite, et la compétition va être de plus en plus dure. Donc le petit miracle, c'est quand un client vient chez vous. C'est ce que j'appelle le petit miracle. Tout ce que vous avez mis en œuvre pour qu'il vienne chez vous, je peux vous dire que quand il est là, il faut bien s'en occuper. Et vous le savez. Hein. Ces 4 piliers sont fondamentaux. On ne peut pas faire du e-commerce sans ces 4 piliers. Que vous soyez une entreprise qui veuille faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 1 milliard d'euros, 10 milliards d'euros, ces 4 piliers doivent être pris avec la même importance, les faire grossir au même moment pour qu'ils soient complètement homogènes dans votre croissance. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est compliqué, c'est un vrai investissement, c'est les nouveaux métiers. Pourtant, c'est les choses simples dont je vous ai parlé. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas encore compris ça. Pourquoi l'Internet est si important et pourquoi, finalement, la révolution qui est en cours, elle a démarré qu'il y a véritablement 4 ans par l'arrivée du mobile, l'arrivée du smartphone, du mobile intelligent. La vraie révolution, et c'est l'objet au monde qui, le plus rapidement, a été acheté et consommé par le plus grand nombre de la consommation mondiale qu'il n'y a jamais eu aussi rapidement. C'est le smartphone. Jamais il y a eu une révolution aussi importante d'utilisation aussi multiple et nombreuse d'un outil si rapidement. Et les vrais changements de comportement viennent du mobile. L'histoire de vente privée, pour faire un petit point rapide sur vente privée, on croit que vente privée, ça démarre en 2000-2001. Non, moi, mon métier de soldeur, je le fais depuis 1985, j'avais 22 ans, mon père m'a filé 20 000 francs et je suis allé acheter les stocks des marques, je ne connaissais quasiment pas les marques, et dans un quartier que je ne connaissais pas, dans un métier que je ne connaissais pas. J'étais marié comme ça, mais ça avait l'air sympa, et j'avais des amis qui gagnaient de l'argent, et c'était ma motivation à l'époque, ça me permettait d'aller dans les bons restaurants et d'emmener mes copines en week-end dans vos hôtels. Donc ma motivation, elle vient quand même de vous. Non, mais c'est vrai. Moi, à 22 ans, ce que j'avais envie, c'était gagner de l'argent, aller au restaurant, aller dans les hôtels avec des filles. Bon. Après, j'ai évolué, mais... Alors, disons que c'était ma première motivation. Et 2001, ou plutôt entre 1995 et 2001, quand je vois que ce qui se passe dans ce monde de l'Internet, dans cette bulle qui est en train de se créer, parce que finalement, je comprends assez vite que je ne comprends rien. Et qu'on m'explique des choses, mais qui sont incompréhensibles. Et finalement, quand on vous raconte des histoires où on ne comprend rien, c'est qu'il y a quand même un loup derrière. Le problème de ces années de 96 à 2000, c'est que les gens extrêmement brillants qui ont monté des affaires Internet et qui ont levé et qui ont su vendre, quoi ? Ils ont su vendre aux financiers la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Le monde entier va rentrer dans notre affaire. Vous allez voir, on va investir dans la pub, ça va faire venir du monde, et notre modèle, à ce moment-là, il est extrêmement vertueux. S'ouvrir, mais on ne peut pas tenir. Le démarrage en France de l'Internet, le vrai Internet, le vrai e-commerce, celui où il y a des photos qui passent, des catalogues qui passent, c'est 2004. Équipement des ménages en ADSL. Le quick Internet enfin à la maison. Avant, ça touchait les bureaux, les financiers, les gens qui travaillaient à la bourse, ils avaient des ordinateurs, ils s'embêtaient, ils regardaient, ils téléchargeaient des photos avec des modems hyper puissants, bien sûr. Brusquement, tout ça vient à la maison. Et brusquement, les femmes, qui sont curieuses, elles découvrent
qu'elles peuvent aller se balader et regarder ce qu'elles veulent. C'est les femmes qui font ce démarrage-là en 2004, véritablement, qui se disent, tiens, waouh, c'est nouveau, des espaces de shopping supplémentaires. À l'infini, exactement. Mais on peut dire que de 2004 à il y a 2 ans, les comportements n'ont pas changé. Ben, vous êtes à la maison, vous embêtez, hop, allez, je vais faire un petit tour sur Internet. C'est comme si vous consultiez un catalogue de vente à distance. Il n'y avait pas de comportement véritablement qui ont changé. À partir de 2010, 2011, 2012, on va dire vraiment 2012, la 3G, la 4G, bientôt la 5G, la révolution, c'est cet outil. Cet outil qui vous permet tout. Et on est quasiment au bout de ce qu'il peut permettre, parce que quand je plaisante en disant la prochaine évolution, ça sera la téléportation, qu'est-ce qui est important avec cet outil? Et on en a pour 200 ans avant d'y arriver, mais qu'est-ce qui est important avec cet outil? C'est que tout passe très très vite à l'intérieur. C'est-à-dire que vous accédez à tout très facilement. Et donc, la révolution de l'Internet, ce qu'ont fait toutes les entreprises de e-commerce depuis 10-12 ans, ce qu'elles ont développé, cette qualité de service, cette expertise petit à petit, et au moment donné où tout le monde pensait que, justement, le monde allait devenir extrêmement individualiste, d'égoïstes connectés uniquement sur leur truc, qu'on ne lirait plus, qu'on ne serait plus cultivé. Mais moi, je crois exactement le contraire. Je crois que c'est un outil fantastique pour faire que tout aille mieux sur notre planète. D'abord, prenons quelques exemples. Le e-learning. Bien évidemment, ça ne remplace pas l'école. Et bien évidemment, ça dépend de ce qu'on met dans le e-learning. Mais aujourd'hui, n'importe quel jeune garçon en Afrique, en Asie, n'importe où en Europe, même avec peu de moyens, mais avec un smartphone qui coûtera de moins en moins cher, et avec une connexion 4G, peut accéder aux cours d'Harvard. Les cours d'Harvard sont gratuits. Là, vous pouvez taper cours d'Harvard et les suivre maintenant. Ça ne veut pas dire que le diplôme n'est pas gratuit. Le diplôme continue à être payant et cher. Mais vous avez accès à la connaissance. Ça élève quand même le niveau de conscience sur la planète. Parce que vous savez très bien que tout vient de l'éducation quand même. Les révolutions arabes. Twitter. Un jeune vendeur de légumes, Mohamed Bouazizi, qui, dans la banlieue de Tunis, se fait racketter par un flic véreux et un jour va s'immoler. Dans le pays du soleil, le pays où vous vendez des vacances à 300 € la semaine, le pays normalement où les gens mangent de la semoule, sont heureux avec un peu de poisson, il y a un mec qui s'immole. Inacceptable. Intolérable. Et brusquement, émotion. Émotion dans le monde entier, Twitter. Vague d'émotions qui submergent. Rien ne peut l'arrêter. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, les révolutions arabes, ce n'est pas le sujet. Mais c'est Twitter qui fait les révolutions arabes. Qui les enclenche en tout cas. Aujourd'hui, le consommateur est devenu, et ça c'est une clé qu'il ne faut jamais oublier, il est devenu libre. Avant, on passait notre temps à le traquer. Même au début de l'Internet, j'entendais des gens qui disaient, d'ailleurs, c'est le modèle Criteo, moi j'ai rien contre Criteo, hein, c'est super ingénieurs. Pour une fois qu'il y a des Français qui réussissent aux États-Unis et dans le monde, vaut mieux en parler bien. Moi, je suis plutôt pour parler bien de ce qu'on fait en France. Et on a le plus beau pays du monde et on doit le protéger et le faire vivre pour l'avenir. Donc c'est super Criteo, hein, génial. Mais je pense qu'ils sont à l'encontre totale des valeurs de liberté du consommateur. Alors, il y a beaucoup de consommateurs et tout le monde n'a pas le niveau d'exigence aujourd'hui et de conscience. Et puis, on peut toujours s'appuyer sur tous les jeunes consommateurs qui vont devenir consommateurs. Mais la réalité,
c'est que sur votre portable, vous ne voulez pas de pub. Puis d'abord, la pub sur un portable 5 cm x 5 cm, c'est pas très joli. Un film, il rend rien, ça vous fait mal aux yeux. Donc moi, je ne crois pas à la pub sur portable. Ce qui est embêtant hein, pour tous ceux qui vendent de la pub sur portable et qui fondent tout leur business model sur la pub. C'est quand même gênant. Je crois que la pub est quelque chose d'intrusif, surtout sur un endroit dans lequel vous avez vos amis, vos coups de fil personnels, vos photos, votre intimité. C'est le portable, c'est le prolongement de votre cœur ou de votre bras. Au début de l'Internet, on disait « Waouh, c'est génial, l'Internet, ça va nous permettre de dire « Waouh, lui, il est venu, il a acheté un club de golf, il doit aimer le golf, et le type, à chaque fois qu'il arrive sur Internet, il a une pub pour le golf. Il a juste acheté un cadeau à son père pour la fête des pères. Il déteste le golf, ça a été un conflit toute sa vie. Tu vas au golf, tu viens pas au golf, non, je ne vais pas au golf. Et là, brusquement, il est inondé de pubs sur le golf. Tu vas en voyage au golf, tu vas avec ta mère, avec ta femme, avec tes enfants, tout sur le golf. Et il ne peut jamais désactiver ça. Ah, non, c'est pas ça. Moi, je crois aux gens. Moi, je pense que les gens ils sont intelligents. Je pense que les gens ils sont sensibles. Je pense que les gens ils en ont marre qu'on leur raconte n'importe quoi. Je pense que les gens ils comprennent quand ça marche pas, mais il faut juste leur dire que ça marche pas, que ça va remarcher ou qu'on va réparer quand on a fait une erreur. Je pense que les gens ils sont libres et ils sont tellement libres qu'aujourd'hui on assiste à une nouvelle chose. Je vais un peu dans tous les sens, hein, mais on assiste à une nouvelle chose qui s'appelle le click on mortar. Vous savez, avant, quand on allait dans un magasin, on était toujours un peu gêné de sortir sans avoir acheté. Je suis allé là, qu'est-ce que va penser la vendeuse que j'ai pas les moyens de m'acheter un petit polo non. Alors aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Les jeunes, ils rentrent, comme les sauterelles là en Afrique. Ils arrivent dans les boutiques. Et puis ils scannent tout ce qu'ils veulent, ils vont là où ils ont choisi un truc, qu'ils ont déjà regardé sur Internet, mais ils vont le toucher, ils vont regarder, ils sont en bande, ils regardent, ils comparent, ils codent barre, et puis ils sortent. Ils sont libres, pas de préjugés, ils sont libres. Après, soit ils vont comparer, soit ils vont l'acheter sur Internet, mais le même produit. Soit ils reviennent l'acheter après être allés au cinéma, parce qu'ils sont libres, ils n'ont pas envie de porter les paquets. C'est ça le monde de demain. C'est un monde où le consommateur est au centre et il a juste envie qu'on le prenne en compte, pas qu'on le harcèle, qu'on s'occupe de lui, qu'on lui parle. Donc on a dit, l'Internet désincarne la relation. Moi je vais vous répondre, au contraire, l'Internet réincarne la relation. Je pense que moi j'ai jamais eu autant de mal quand j'ai démarré vente privée et que ça a commencé à grossir en 2007 jusqu'à l'élection de François Hollande avec les ministères à droite, parce que à chaque fois que j'allais au ministère à droite, on me disait « mais non, l'Internet va tuer le petit commerce ». C'était le rire, c'était horrible. Hein. S'ils pouvaient nous avoir tué l'entreprise, ils l'auraient fait. Alors qu'aujourd'hui, 5 ans après, et ça n'a rien à voir avec que ce soit la droite ou la gauche, mais c'était quand même la droite à l'époque, 5 ans après, les gens commencent à comprendre, pas tous, hein, ni à droite ni à gauche, les gens commencent à comprendre qu'au contraire, l'Internet remet le magasin au centre. L'Internet remet la relation, finalement, tactile, incarnée au centre. Les magasins doivent se réinventer. Et ça, c'est grâce à tous les efforts qui ont été faits par toutes ces sociétés de vente à distance, qui ont créé des nouveaux services, des nouvelles façons de consommer, de comprendre le consommateur, plus ou moins bien. Hein. Il y a eu plein d'échecs, bien évidemment, mais ça, c'est pas grave. Le consommateur roi et le magasin au centre. Finalement, je vous parle que de choses très basiques que vous connaissez, quoi. Rien n'a changé. La place du village, des choses agréables, se rencontrer, parler, être ensemble, consommer des produits innovants, etc. J'ai un peu de temps ou c'est fini? Parce que j'ai pas commencé, là. Merde, j'ai pas commencé.
Alors, bon, ça tombe bien, je vais passer rapidement sur vente privée. Qu'est-ce que je vais vous dire sur vente privée? Tout simplement que l'utilisation de ces outils dont je vous ai parlé tout à l'heure a permis à un garçon comme moi, qui était juste un soldeur, commerçant, j'achète des stocks invendus pour des raisons industrielles. Vous, ça ne vous parle pas, mais chez vous, ça s'appelle le yield management. Toutes les chambres pas vendues ce soir, de manière, elles sont perdues. Faut-il les vendre ou pas? C'est votre choix. Moi, je vends les stocks des marques pour des raisons industrielles. Elles ne les ont pas vendues, mauvaise saison, surproduction, livraison qui arrive en retard. 1001 raisons. Et je fais ce métier depuis 29 ans, et depuis 29 ans, il y en a toujours plus. Chaque année, on me dit la technologie fera qu'il y en aura moins. Chaque année, je me dis waouh, c'est fini. Et chaque année, il y a plus. Pourquoi je pense qu'il y aura toujours plus? Parce que ce consommateur, quand il rentre chez vous, et qui vient pour une jeune femme, elle vient pour un petit chemisier bien précis, que vous avez fabriqué, créé, conçu, fait livrer, animé la vendeuse, créé la boutique, quand elle vient chez vous, si elle n'a pas son petit chemisier qu'elle a vu et qu'elle repart sans, pour moi, c'est l'échec total de votre marque. Alors bien sûr, le petit chemisier de cette taille-là, il ne sera pas toujours dans la boutique, parce que les boutiques coûtent de plus en plus cher, dans les endroits bien placés, et donc vous ne pouvez peut-être pas l'avoir spécialement en stock dans le magasin. Par contre, l'avoir en stock quelque part et pouvoir le livrer à cette jeune femme, c'est fondamental. Les marques de luxe le font depuis toujours, hein. Enfin, depuis que DHL existe. Vous rentrez sur une marque de luxe, bonjour, vous allez acheter une veste, ça coûte 1 500 € minimum, c'est hors de prix. Croyez-moi, ils ne vont pas vous laisser partir, hein. Ah non, il n'y a pas votre taille. C'est pas grave, il y en a une à Varsovie. Ah non, c'est loin, Varsovie. DHL, 50 €. Livré à la maison. Vous êtes l'émir du Qatar. De top. Voilà, ça c'est le cross-canal. C'est la fin des pure players parce que le e-commerce appartient aux marques et aux distributeurs qui vont être capables de gérer ces volumes, cette relation de volume dont je parle dans ma première définition, avec ce dont je parle depuis le début, le client final. C'est ça la difficulté. C'est comment faire pour parler à mon client, celui qui vient dans votre hôtel, pas comme à son voisin. Parce qu'ils sont différents. Bien sûr, ils viennent à votre hôtel. Mais aujourd'hui, il faut lui parler individuellement. Et il y a les outils pour ça. Et l'Internet permet ça. Mais si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas dans des vraies valeurs, dans la sincérité, ça ne marche plus. Terminé. Alors, moi, chez Vente Privée, ce métier, grâce au digital, je dis bien grâce au digital, on est passé d'une boîte qui faisait 200 millions de francs. Alors aujourd'hui en euros, ça ferait 120 millions d'euros, pour être gentil, avec l'euro ou avec le franc, à une boîte qui en 10 ans fait 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Dans le même métier, en appliquant la formule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Faire un magasin, donc de grossiste en fin de série, je suis devenu détaillant, vente à distance, livrer mes clients finaux. On a mis nos mails en 2001, j'avais 20 copains qui avaient des mails, aujourd'hui on est 21 millions, sans dépenser d'argent dans la publicité, sans donner un centime à Google. Bon, une petite aparté sur Google, parce qu'à chaque fois que je parle de Google, il m'envoie des lettres recommandées. Alors, vous répétez pas. C'est très bien Google, c'est magique. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est magique. Les mecs, c'est des génies, ils ont inventé un algorithme. Chaque fois que vous vous posez une question, vous allez sur Google, vous avez la réponse. C'est génial. Par contre, aujourd'hui, de par leur puissance, et grâce à leur modèle, ils ont fait en sorte que tout le monde se précipite pour aller se retrouver en haut de la première page et payer très cher des mots en haut de la première page. Et ça marche pour beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que le plus important de tout, c'est pas que les gens vous trouvent par hasard. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Le plus important de tout, c'est que les gens vous trouvent parce que vous êtes une marque et que vous avez fait en sorte d'exciter leurs papilles et qu'ils aient envie de venir chez vous. Donc, la localisation, donc la première marque, c'est là où vous êtes. Le climat, la marque de votre hôtel,
qui est dedans, le chef qui est là, les services avec. C'est ça ce qui est important. Donc moi, je pense que l'argent doit être dépensé pour promouvoir vos marques, dans faire savoir tout ce que vous faites, sans acheter les mots-clés, je ne sais pas si c'est votre cas, mais sans acheter les mots-clés qui coûtent très cher et qui viennent vous bousiller votre rentabilité. Et ce n'est pas du tout un discours contre Google. Parce qu'un petit hôtel dans une zone un peu perdue, mais qui fait un choix de mots bien précis, d'une région que personne n'achète, ou d'un endroit qui est fantastique, mais que les gens ne vont pas sur Google, et là, l'outil est fantastique, parce que n'importe qui dans le monde entier peut vous trouver. Mais plus votre marque est forte, moins vous avez besoin d'aller dépenser de l'argent chez Google. Vous avez plutôt intérêt à dépenser de l'argent sur quel est le chef chez moi, est-ce qu'on y dort bien, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, dans votre prix éventuellement si vous avez besoin de prix plus agressifs, etc. Donc, ça c'est l'aventure de vente privée. Alors l'aventure de vente privée, c'est... Et je vais arriver pour finir sur le voyage, ça je ne vous stresse pas. Ça va être rapide. L'aventure de vente privée, c'est grâce à notre métier, parce qu'on est les premiers, je dis bien quasiment les premiers, à dire, nous on ne vient pas de l'informatique, on vient d'un métier, on comprend plus ou moins dans la brume entre 2001 et 2004, 2005, ce qui va se passer, mais je vous dis franchement, plus ou moins, hein, on construit au fil du temps. Hein. Et on met des marques sur notre site, c'est notre métier. Comme on a des prix très agressifs parce qu'on vend les stocks des marques pour des raisons industrielles, les gens se disent « waouh », surtout l'Internet, on compare. Donc ça va exactement dans l'air du temps. Une marque pas chère qu'on peut comparer pour des raisons industrielles, je dis toujours ça, on n'est pas un discounter, on est une boîte high cost. C'est gros investissement derrière, on est tout sauf quelqu'un qui dit ce qui vaut 100, on va le vendre 80 parce qu'on va baisser les prix, pas du tout. Nous, ce qui vaut 100, ça ne s'est pas vendu, c'est au fond d'un entrepôt. On redonne vie au produit. Comme ça ne s'est pas vendu, on essaie de l'acheter le moins cher possible, le plus proche de zéro. C'est vrai. Votre chambre à -5, si elle n'est pas vendue, elle vaut 0. Hein. Mais si j'arrive à la vendre, vous allez peut-être me la donner pour 1 €. Et je vais vous dire, ils vont remplir le minibar, ils vont aller au minibar, ils vont peut-être dîner tard, et puis ils vont faire peut-être une séance de massage demain à 7 h, et tout ça, waouh, c'est bien. Et brusquement, vous vendez une chambre pour 0, mais vous avez... Ça marche dessus, c'est le principe. Alors je caricature là, mais c'est le principe des obsolètes. Et donc, ce prix crée des clients, la qualité de service, la désirabilité sur le site, la créativité autour de la vente crée que les gens reviennent. Et on arrive à quoi? À ce qui est le plus important, 2 choses, la confiance et le trafic. Et on revient là aussi à ma définition du magasin que tout le monde peut acheter n'importe où, mais si vous avez un magasin sur Internet qui a du trafic, vous êtes le roi du monde. Et là, on revient à ce que font les plus gros, toujours la même chose, générer le plus de trafic possible pour rebondir sur des univers très différents. Et la stratégie de vente privée, c'est justement, avec un trafic quotidien de 3 millions à 3,5 millions de personnes tous les jours qui viennent chez nous, et c'est un chiffre qui ne fait que grossir, et le jour où il baisse, c'est qu'on n'est pas bon. Le jour où il baisse, ça veut dire que mon offre fait que les gens ne viennent pas, se disent voilà, c'est une offre banale, je ne viens pas. Ce trafic, on se dit maintenant comment on le monétise? On va faire de la pub puisque je vous ai expliqué que la pub était plutôt quelque chose qui pervertissait la relation sur Internet. Et puis surtout parce que j'ai tellement de marques sur le site que je n'ai pas envie d'aller faire de la pub en plus. Et je veux laisser mon consommateur libre. Et je ne veux pas qu'il se dise, tiens, j'ai une pub là pour Air France, donc quand je viens sur son site, il a gagné 0,1 centime parce que j'ai cliqué sur sa pub. Je ne veux pas. Je veux qu'il soit libre de venir, d'acheter, de repartir. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la liberté totale du consommateur. Je le prends pour un mec intelligent. Et je le respecte. Mais ça n'empêche pas que je le veux pour la vie. Je veux qu'il commence quand il achète avec sa maman un sweatshirt Quicksilver, et je veux lui vendre très très loin jusqu'à la fin de sa vie. Le plus de choses possible. Donc je veux le garder à vie, ce consommateur. Alors pourquoi le voyage?
Bah justement, pourquoi pas? Parce que moi, je raisonne comme ça. J'ai 3 millions de personnes qui viennent sur le site. J'en ai 100 000 qui achètent. Et je pourrais me dire, ouais, c'est génial. De top, 100 000 tous les jours. Ah non, moi, je me dis, il y en a 2,9 millions qui n'ont pas acheté. Alors, qu'est-ce qu'on peut éventuellement regarder qui soit dans notre ADN, le déstockage, et là, j'arrive au yield, que ce soit pour du spectacle, puisqu'on a commencé comme ça avant le voyage, ou pour tous les produits du monde, il y a toujours une raison industrielle pour laquelle, à un moment donné, vous avez besoin éventuellement de mon trafic et de la médiatisation que ça procure. Donc nous avons fait le voyage pour 2 raisons extrêmement simples. D'abord, médiatiser, promouvoir, mettre en avant les marques de voyage, que ce soit les hôtels, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans les compagnies d'aviation, que ce soit dans les tours opérateurs. C'est toujours la marque qui nous importe en premier. Nous sommes un site B2B, Business to Brands, d'abord. Je ne respecte mes engagements et je deviens B2C avec le client final, qui est le consommateur, que quand il a mis sa carte de crédit. Et là, je lui dois quelque chose. Il a payé, il m'a fait confiance. Avant, je ne m'occupe pas de lui. Je fais la meilleure offre. Si mon offre n'est pas bonne, de toute manière, il ne l'achètera pas. Et nous sommes sanctionnés tous les jours, 1 heure après l'ouverture de chaque vente. On sait exactement, à quelques milliers d'euros près, le chiffre d'affaires de la journée après 1 heure de vente. Le coup près tombe. Avons-nous fait bien notre travail? Donc, premièrement, promouvoir, médiatiser. Et deuxièmement, participer à ce que j'appelle le yield. Alors, on peut l'élargir. Hein. Le yield, c'est quoi? C'est à vendre des billets d'avion qui partent pas pleins, des hôtels dans les saisons différentes. Mais le yield, c'est aussi vendre à l'avance pour soulager les tours opérateurs quand ils ont des engagements très forts avec les chaînes hôtelières et avec des compagnies d'aviation et qu'ils préfèrent se dire, voilà, j'en vends un petit peu pour 1 an à l'avance et je soulage ma trésorerie, je soulage mes engagements, mais au moins je les tiens. La chaîne d'hôtel est contente et ça me permet d'être plus serein dans l'année. Donc pas seulement du last minute, mais aussi du gros preview. Bien évidemment, on va aller plus loin, pas dévoiler aujourd'hui tout ce qu'on va faire, mais nous, notre stratégie, c'est d'aller sur tous les produits du monde, ça arrivera aux hôtels, avec toujours ce qui nous anime, c'est vos marques, les marques, la qualité de l'événement, jamais faire en sorte que le prix bas soit quelque chose qui devienne la norme. Sinon, c'est comme les marques qui font des ventes sur tous les sites de vente événementielle tous les jours. Bah, vous n'irez plus en magasin. Les femmes ne sont pas folles, les hommes non plus. Vous abîmez votre marque. Donc pour ne jamais abîmer sa marque, il faut contrôler ses prix en cohérence avec votre stratégie marketing de pricing. Par contre, créer des événements qui touchent beaucoup de monde, qui sont une com directe, directement sur le portable des gens, créatifs, désirables, événementiels, quelques heures, quelques jours, quelques minutes. On travaille même sur un concept de vente qui vont durer moins d'1 heure. 1 heure, même pas de mail. C'est ça, vente privée. C'est un créateur d'événements et on sera ravis d'en créer pour vous. J'étais un peu long, un peu dans tous les sens. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Si vous voulez rester là 2 secondes. Mais juste rester là 2 secondes. Oui, non, parce que d'habitude j'interviens et je me montre et j'agite les bras un petit peu davantage quand on dépasse. Mais visiblement, le silence qu'il y avait dans la salle montrait qu'on était attentif à vos explications. On va avoir une transition avec la table ronde suivante qui va parler de la relation client. Juste une question. Quand vous avez 20 millions de membres, puisque vous avez annoncé un certain nombre de chiffres sur votre marque, 2500 marques partenaires, 21 millions de membres maintenant, comment vous arrivez à personnaliser cette relation que vous expliquiez tout à l'heure, qui faisait partie un peu du travail de n'importe quel distributeur, c'est d'avoir une relation presque personnelle avec le client. 21 millions de membres, 2100 collaborateurs. Combien de collaborateurs sont
dédié à ce suivi constant avec les clients? Alors, c'est très basique. Même si j'ai eu plein de directeurs marketing qui à chaque fois veulent tout changer. Et on ne fait pas, on ne change pas. C'est très simple. Vous allez voir, c'est simplicité absolue. On parle à tout le monde de la même façon, déjà, au début. Donc, on présente l'offre à 21 millions de personnes. Jamais je vais dire, c'est les femmes, on leur présente ça, c'est les hommes, on présente ça, c'est les CSP+, on présente ça. Vous voulez venir plus tôt, on va vous faire payer parce que vous allez venir plus tôt avec une carte premium. Vous êtes le meilleur client, on va vous traiter mieux qu'un qui a traité moins. Non. Déjà, ça, on traite tout le monde pareil, donc on est dans la stratégie de l'offre. Et l'offre, on la propose au plus grand nombre. Ensuite, la relation, elle est l'incarnation, c'est-à-dire le contact, le contact physique, il se passe à 2 endroits. Le premier endroit, c'est sur le site, mais c'est virtuel. Donc, on met en scène les offres pour que les gens se disent « Waouh, ils font un vrai beau travail derrière ». Et je pense que même sur un petit écran, la qualité des images, moi je vais sur les sites d'hôtels, c'est horrible, parfois, souvent. Alors que vous avez des endroits magnifiques, mais vous n'investissez pas assez sur la qualité des photos, le choix des photos qui ne mentent pas. Parce qu'aujourd'hui, le grand truc dans les sites d'hôtels, c'est de dire, tiens, là, ils mentent. On voit que la chambre, elle est beaucoup plus petite que ce qu'elle a l'air sur Internet. Parce que le photographe a utilisé un trick pour nous faire croire qu'il n'y a rien de pire que de penser arriver dans un endroit, surtout dans l'hôtellerie, surtout dans les voyages, quelque chose qui est émotionnel, où on le fait à plusieurs, où on est dans... qui coûte cher. Aussi, où les gens s'investissent du temps et de se rendre compte que ce qu'ils ont vu n'est pas la bonne chose. Donc la transparence, c'est quand même la clé. Et on peut être transparent en montrant parfaitement bien les choses d'une façon qualitative. Ensuite, les points de contact sont doubles, mais c'est la même chose pour vous. Le point de contact, c'est quand le colis arrive. Le colis, on ne peut pas le faire en rose ni serre, parce que sinon, déjà, on s'en fait voler beaucoup, mais on s'en ferait voler encore plus. Donc, c'est l'intérieur. L'expérience de shopping, elle se passe à l'intérieur. Une promesse, un produit qui va arriver un peu tard, parce qu'on livre tard pour des raisons industrielles, qui arrive quand on l'ouvre. Et normalement, si tout se passe bien, la relation et le rapport client-fournisseur s'est passé correctement. Si vous avez rempli votre promesse, le client, petit à petit, est content. Est-ce que vous croyez aux newsletters qu'il faut envoyer régulièrement? Est-ce que vous y croyez à ça? Je vais finir. Et le point le plus important, c'est quand ça se passe mal. Nous, l'année dernière, on a envoyé 17 millions de commandes, 80 millions de produits. Vous imaginez bien, même si vous prenez un tout petit pourcentage d'erreurs et de problèmes, etc., et surtout si vous avez été client chez vente privée, ça peut arriver, un produit qui est taché, un carton qui a été ouvert par la poste, un carton qui a été volé, n'importe quoi, une taille qui n'a pas été bonne, ça peut arriver, il y a plein de choses. Une erreur de nous sur le site où on n'a pas mis la bonne photo avec le bon produit, tout arrive quand on traite ce genre de volume. Et là, chez vente privée, je pense qu'on est les premiers. Moi, j'ai demandé qu'on incarne la relation, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas de mail. On va vous envoyer un mail que si vraiment c'est hyper facile. Moi, j'ai demandé qu'on vous parle. Donc, pour moi, et on gagne chaque année tous les prix, meilleur service client, pas seulement de la profession, parce qu'on pourrait dire que je la domine, mais même si on me le conteste, mais on se défend. Mais de tout le e-commerce, on gagne le meilleur prix du service client. Pourquoi? C'est un véritable investissement sur l'incarnation. On prend des gens qui sont les relations clientèle au téléphone. Ce sont des gens dans les services clients qui ne sont pas reconnus. Et finalement, tout ça, ça parle de la même chose. Hein. C'est la chose dont je suis le plus fier chez Vente Privée. Service client, il est fait à Paris. Les gens sont dans un immeuble aussi beau que le siège, c'est juste à côté parce qu'on n'a pas assez de place et il y a plein d'immeubles partout. Ils sont assis sur les mêmes fauteuils que tout le monde, des fauteuils dans lesquels on a pas mal au dos, des Aeron qui coûtent un fric fou, etc., sur des locaux vachement bien. C'est top, on investit sur eux, on leur met les 2 écrans, le meilleur ordinateur. Ce sont des gens qui ne sont pas reconnus dans la vie, qui sont mal payés. Ils ne sont même pas reconnus par leurs amis, par leur famille. Ils ne vont pas aller dire je travaille dans un centre SRM. Les gens ne les reconnaissent pas. Donc ils ne sont pas très heureux dans la vie, finalement. Vous prenez ces gens-là, vous les mettez chez vous, vous leur apprenez à parler à un client mécontent, qui de toute manière va être toujours un peu agressif puisqu'il n'est pas content. C'est comme ça. Il ne faut pas lui demander de se calmer, il faut juste l'écouter. Vous leur apprenez à faire ça.
Vous leur apprenez, vous leur donnez des responsabilités, vous leur donnez toute autonomie pour régler le problème. Vous leur dites pas, tu dis la case 1 si c'est la case 1, tu dis la case 2 si c'est la case 2, et ça ramène à la case 1. Non, non, non. Autonomie, vous réglez le problème. Vous prends tes responsabilités. Ce client, je le veux à vie, donc récupère-le-moi. Et puis vous regardez s'il a été satisfait, et surtout satisfait de la façon dont on l'a traité. Ben, si vous faites ça bien, vous avez un super service client qui devient fondamental pour la valeur de votre marque. Et ben, c'est moins cher que de faire de la pub. Et puis c'est concret. Et vous avez surtout des gens qui travaillent dans votre entreprise, 150 personnes, service client interne à vente privée à Saint-Denis, qui sont chassés au sein de votre entreprise dans tous les services dès qu'ils ont besoin de monde. Et qui vont être chassés ailleurs pour faire du commercial, etc. Donc vous avez respecté les gens, vous les avez reconnus, et vous avez fait quelque chose de qualitatif. Et c'est comme ça que je pense que les entreprises, et il y en a qui le font bien évidemment, hein, c'est pas que vente privée, heureusement, il y en a plein qui le font, mais moi c'est les valeurs qui m'animent, c'est les valeurs d'Antoine Riboud, le discours de Marseille, 1972, les buts économiques et sociaux sont indissociables. Et on dit souvent qu'un client bien récupéré, finalement, il se fait aussi un ambassadeur du service client. Ah bah, si vous avez 5 minutes, je vous raconte une histoire. Ah, je peux vous faire rire. Allez, je vous raconte une histoire. Alors, on vous les donne. Mais non, mais... On les a en stock. Allez, dernière histoire. Histoire vraie. Sur les ambassadeurs. En 2001-2002, quand je monte vente privée, que je fais muter l'entreprise sur vente privée, je me suis séparé de ma femme, j'avais 3 enfants. Je prends un appartement à 100 mètres pour pas être loin. Ils étaient tout petits, mes enfants, pour pas être loin. J'appelle une société qui s'appelle Nous. Elle a changé de nom depuis. Enfin, tout le monde sait qui c'est numéricable. Et je leur dis, bonjour, j'habite à côté, je voudrais un nouvel abonnement, Internet, la télévision, oui bien sûr. Faites attention, parce que sur mon dossier, comme je viens de vous donner mon nom et tout ça, vous allez avoir un dossier dans telle rue, et celui-là, surtout, vous ne touchez pas. Ah, ben, bien sûr, monsieur, bien évidemment. On m'installe mon truc, coup de fil de mon ex-femme. Tu nous as coupé Internet ? Tu nous as coupé Disney Channel ? Tu es un salopard. Pas du tout, tu imagines bien. Ah non, non, mais c'est très grave. J'ai vécu l'enfer. Déjà, c'est des périodes difficiles pour tout le monde. J'ai vécu l'enfer à essayer de remettre Internet chez elle, dont j'étais client depuis 5 ans, par Nous. Et donc, j'ai eu la Tunisie tous les jours. J'ai monté une application spéciale pour avoir le temps en Tunisie tous les jours. Bon, il n'y avait pas encore d'application, donc j'étais un peu en avance, j'ai arrêté. Ça ne servait à rien de leur crier dessus. De toute manière, ils avaient une fiche et il n'y avait pas de responsable. Le responsable était en France. Et donc, aujourd'hui, c'est 2002, hein, on est en 2014. 12 ans après, je hais Nous. Oui. Je hais Numéricable. On est plusieurs. Parce qu'ils m'ont bousillé. On est plusieurs. Cette période-là. Et ça, c'est là où, quand vous avez compris, et je le raconte à chaque fois que je parle. Donc, à chaque année, il faudrait qu'il m'appelle. Monsieur Drahi, avec les moyens qu'il a, il devrait m'appeler et me dire, bon, écoute, comment tu veux pour que tu arrêtes de parler de cette histoire. Parce que je la raconte beaucoup, même à des gens qui ne savaient même pas Nous, Numéricable. Ouais. J'arrête pas, je suis son ambassadeur. Il faut faire très attention. Merci.